Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me réjouis d'être à nouveau à l'ISM pour partager avec vous des réflexions sur les questions migratoires, sur les questions d'égalité aussi, on y reviendra, et de parler ce matin autour du regard que portent les médias sur l'immigration, sur les questions migratoires de manière générale. Je vais parler de cela en première partie et en seconde partie, je reviendrai sur ce que, dans la présentation que Muriel Sanchez faisait de qui j'étais, l'engagement que j'ai eu dans cette marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983 qui finalement, 40 ans après, nous interroge sur ces questions du regard que l'on porte et sur l'immigration de manière générale et sur les jeunes issus d'immigration, comme on a dit, les 2e, 3e générations, qui portent encore le stigmate de ce regard d'eux qu'on appelle émigrés, non pas français, puisque de fait, ils le sont. En tout cas, j'étais ravi d'entendre cette intervention brillante de Daniel Lochac sur justement l'aspect à la fois administratif qui ancre l'immigration dans un statut particulier, il me semble, puisque on est dans une société française où finalement il y a des Français et il y a des émigrés et on va stigmatiser longtemps, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs et depuis toujours, voilà, l'autre, qu'on va appeler l'étranger, l'immigré, le réfugié maintenant, enfin voilà, tous ces intitulés, tout ce vocable qui continue d'ancrer dans le regard j'allais dire de l'autre, mais je peux même dire de mon voisin de palier de manière générale pour un peu aller dans le concret, puisque euh, je ne suis pas une experte, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas juriste, je suis juste d'un nom à une consonance de l'immigration, née en France. Et je vais très vite quitter le jeu pour rappeler que cette histoire de l'immigration, on la porte, qu'on soit issu de l'immigration ou non, parce qu'il y a régulièrement des assignations, en tout cas, pour le dire moins sévèrement encore, je reviendrai sur le mot assignation, mais euh, ah, mais t'es de quelle origine? Tu viens d'où? Quand est-ce que tu es venu en France? Ben, on n'est pas toujours venu en France, on est né en France aussi, et ça aussi, ça fait partie du regard qu'on va porter sur l'autre. Et le on va être les médias dont je vais parler. Euh, les médias, en me présentant, Muriel, vous avez rappelé que j'étais journaliste à Beurre FM maintenant, mais à Radio Beurre il y a 40 ans, et je faisais partie de cette équipe qui avait décidé de prendre voilà, la parole au travers de la radio, en créant cette radio qui allait porter justement ce qui était l'invisibilité de l'immigration dans notre société dans ces années 80, et de fait l'autorisation de pouvoir créer des radios, puisque c'était aussi une loi de 81, de cette création des radios libres. Et nous, on allait faire une pierre de coups, créer une radio et parler de notre histoire. L'histoire étant celle d'hommes et de femmes qui ont quitté un pays pour venir s'installer en France et qui construisent ce pays au travers le travail voilà, de nos pères. À l'époque, on disait ça comme ça. Et ensuite, une épouse qui vient en France et ensuite une famille qui se construit. Voilà un peu de manière euh, très rapide, évidemment, voilà, le format de l'immigration de l'époque, hein, dans ces années 80, quand elle s'exprime. On verra que cette immigration, en réalité, elle est venue bien avant 80, hein, dans les années 50. Euh, les hommes venaient travailler. On a rappelé tout à l'heure que c'était évidemment qu'une force de travail. Ce regard qu'on portait sur cette immigration, c'était les travailleurs immigrés, parce que tout à l'heure j'énumérais étrangers, immigrés, mais il y avait travailleurs immigrés comme constante de l'interpellation qu'on faisait à ces hommes qui venaient travailler. Donc après des décennies, quelquefois une petite décennie, une femme les ont rejoints, et la famille s'est construite, comme je l'ai dit. Alors, quand elle se construit petit à petit, enfin, cette invisibilité des hommes comme juste travailleurs va apparaître comme, mais il y a une famille, on va reconnaître, ou pas d'ailleurs, hein, cette invisibilité, puisqu'il va y avoir une visibilité dans la rue, dans la société, hein, de ces femmes qui vont avoir des enfants, qui vont avoir des enfants en bas âge, qui vont ensuite aller à l'école, etc. Donc on va voir les femmes migrantes, et là aussi on va porter un regard sur ces femmes migrantes qui ont
qui ont un accent, qui savent pas bien parler le français, etc. Tout au long de ces décennies, le regard, il est une constante sur l'autre. Ça vraiment, c'est ce que j'observe quand voilà, quand j'écris, quand j'entends la radio et je regarde la télé. Et quand on regarde la télé, c'est encore plus flagrant. On sait bien que à chaque période électorale, par exemple, alors là, c'est une constante. Là, les médias sortent l'immigration comme sujet important d'une campagne électorale. Les débats, pour la majeure partie du temps, bah, ils sont, en temps d'audience, ils sont vraiment, quand on parle du sujet de l'immigration, plus on en parle et mieux c'est pour avoir de l'audience, quels que soient les partis d'ailleurs. On verra qu'ils sont abordés de manière négative, modérée, voire, évidemment, haineuse dans les extrêmes. Mais souvent, c'est de manière négative qu'apparaît dans les médias, il me semble depuis, quelques décennies, le regard qu'on porte sur l'immigration. Un regard dans les médias d'ailleurs qu'on portait pas dans les années 70-80 justement, enfin, autant que je me souvienne de par mon engagement, parler des immigrés comme ça, et voilà. Quoi. Mais il n'y avait pas des gros sujets sur l'immigration. J'ai pas le souvenir, en préparant notre rencontre, d'avoir lu et vu des sujets dans les années 70, par exemple, où on parlait véritablement de l'immigration dans ce négatif comme on l'entend aujourd'hui. En revanche, voilà, depuis quelques années, je le disais, les campagnes électorales, elles sont portées sur des tas de sujets, hein, le pouvoir d'achat et les diverses conditions de vie dans notre société française que chaque politique portera. Mais le plus important reste l'immigration, je le répète. Moi, je pense qu'il faudrait s'interroger peut-être sur la volonté politique que ce sujet immigration soit essentiel. Si ce n'est là aussi entretenir une distinction de la population. Il me semble que quand on parle de l'immigration en général, il faut savoir qu'il y a une immigration d'abord qui a choisi la nationalité française, c'est une naturalisation. Et donc, mais qui visiblement, de les voir, on associe toute une masse immigration à une inquiétude et une peur. Et je pense que ce regard qu'on va porter, que vont porter les médias, va porter les médias sur cette immigration va souvent être exacerbé, quoi, et va donner raison, entre guillemets, à ce regard négatif qui va entraîner souvent des attitudes extrêmes envers les immigrés. Je pense que on, on développe et on construit ensuite un regard de peur sur l'immigration dans les médias aujourd'hui. C'est en étudiant cette question hein, que je me suis rendu compte que cette augmentation du regard négatif est depuis quelques décennies et à chaque fois on sort cette question de l'immigration. Après, il y a des statistiques. Hein, j'ai lu dans une revue que 20% des sondés annoncent que l'immigration, c'est l'abus des avantages sociaux, par exemple. Donc, voilà, on stigmatise encore. 12% pensent qu'ils sont violents jusqu'à les accuser parfois de potentiels terroristes. Ils prennent le travail des Français, tout sens. Quand on sonde des, à la télévision, là, il y a un sujet sur l'immigration, il y a un radio-trottoir sur tel ou tel événement, on interroge les Français sur les questions de l'immigration et c'est souvent négatif. On n'a jamais, par exemple, j'ai peu vu interroger en radio-trottoir un immigré sur le problème des agriculteurs et avec l'actualité que vous connaissez, le problème de la grève aujourd'hui des contrôleurs de train, etc. Enfin, vous voyez, on est dans une. Les émigrés sont à part. Dans les médias, ils sont à part dans un sujet spécifique d'insécurité, de peur. Et ça, c'est vraiment flagrant. Et je crois que c'est ça qui tire la population vers ce regard anti-immigré à chaque fois. Dans les médias, là, je viens de donner des exemples de télévision, donc de manière visuelle. Donc, ce qui est peut-être pour, ça, je n'ai pas les statistiques de lectorat de tel ou tel quotidien, mais on voit moins dans des quotidiens des grands articles négatifs, sauf cette presse d'un parti pris de l'extrême. Mais on est
et ce que vont regarder les Français de manière plus importante dans les médias, vraiment encore dans un regard négatif. Tout à l'heure, je relevais avec attention ce que disait Daniel Lochac par rapport à cette législation qui intègre la suspicion que l'on porte aux étrangers sur des thématiques. Alors, il y a des sujets télévisés là aussi, hein. Le mariage forcé, oui, il y a le mariage forcé aussi qui est important, le mariage blanc, le mariage gris, tout. Il y a eu des sujets de société comme ça où on a mis là aussi, quand on a un sujet immigration, il y a toujours sur le plateau un, un invité qui va raconter qu'effectivement, il va se passer une illégalité dans sa vie en France par rapport à ses papiers, par rapport à son affiliation, pour avoir le titre de séjour ou la naturalisation, etc. Donc, on est dans, dans une image euh, souvent négative. Alors, je parlais des trains tout à l'heure, mais on dit souvent, faut pas, on parle pas des trains qui arrivent à l'heure, on parle de ce qui va pas. Donc là, j'ai parlé de ce qui va pas, mais je peux parler aussi de ce qui va dans les médias, parce qu'il y a aussi une visibilité euh, cinématographique, qui est à la télé, hein, où on voit autrement aujourd'hui euh, les immigrés ou les jeunes issus d'immigration, comme on dit. Mais je pense que ce regard de l'immigration dans les médias me préoccupe beaucoup quant à effectivement le fait qu'on n'arrive pas, et ça c'est un mystère, ou en tout cas c'est un choix aussi, plutôt qu'un mystère d'ailleurs, euh, de vraiment cadrer dans les médias le regard de l'immigration. Alors, c'est électoraliste, me direz-vous, c'est faire le buzz, ou je ne sais pas comment on dit aujourd'hui, mais on est quand même dans quelque chose qui est à dénoncer. Moi, je suis de celles et ceux qui pensent que voilà, les médias ont fait du mal à, à la dignité de l'immigration, tout simplement, pour voir, pas conclure ce volet-là, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de peine quand je vois qu'effectivement, on n'est pas fichu de parler d'une France plurielle, d'une France qui. Et je ne veux pas faire là quelque chose de bisounours, mais il y a une société française avec c'est son immigration, avec son histoire de France, avec sa diversité, hein. On rappelait le travail que nous menions au nom de la mémoire sur l'apport de l'immigration et tout ce qui a fait qu'on a construit l'immigration. On parle de l'immigration aujourd'hui dans les médias, mais dans les médias, que disait-on des Italiens aussi dans les années 60, les Rital, etc. Et avec le grand respect que j'ai pour ce cher Cavana qui avait écrit un livre magnifique sur l'histoire des Italiens en France, le regard qu'on portait des Italiens, le regard qu'on a porté des communautés voilà, immigrées qui étaient des communautés frontalières, les Polonais, les Belges aussi, ils ont été stigmatisés en leur temps. Alors, j'ai pas étudié précisément, c'est pas, mais je sais qu'avoir observé, voilà, pareil, des noms à consonance de, de ces régions, Belgique ou Pologne, tout de suite, c'est un regard qu'on va porter sur cette histoire d'immigration polonaise. Alors, on va le porter ou dans les médias, on va le porter dans les médias, mais on va le porter aussi verbalement quand on va parler de l'immigration. Je crois que tant qu'on n'aura pas, pas assaini, mais apaisé en tout cas le regard sur l'immigration, on n'en finira pas avec ces extrêmes qui poussent à ce que, ah oui, ils ont raison, ah oui, la loi Darmanin, ça a bien arrangé les choses. Ça serait si ça arrangerait les choses, mais en tout cas, la loi était suffisamment explicite dans le propos de Daniel Lochac que j'y reviens pas parce que ça rejoint d'une certaine manière ce que je dis là entre le regard dans les médias et puis cette loi qui confirme le regard, j'allais dire, résulte de cette loi. Quand on a développé la loi Darmanin pendant 15 jours dans les médias, ça a installé le ah oui, oui, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, etc. Donc moi, je pense que euh, je suis dans une grande inquiétude sur ces questions du regard dans les médias. Et quant à Beurre FM, on a fait, pour revenir m'arrêter là-dessus,
On a fait cette radio en 81, je me souviens, c'était en octobre 1981, c'était quelques mois après, l'autorisation, des maths, il fallait organiser tout cela. Les émissions, elles étaient très, évidemment en direction de l'immigration, des jeunes, des quartiers qui étaient là, et il y avait beaucoup de préoccupations de racisme, d'injustice, d'inégalité que vivait l'immigration. Donc on était une radio associative, elle a évolué maintenant, j'y reviens pas, enfin je c'est pas là que je vais le faire. Mais on s'est attaché depuis toujours à la radio à bien montrer du doigt toutes ces injustices, ces inégalités et ces propos, voilà, discriminatoires, etc. En invitant voilà, les uns et les autres, hein, des réflexions, des pratiques, etc. sur ces questions-là. Il se trouve que par, voilà, cette pratique, parce que moi je ne suis pas expert, je l'ai dit sans doute, mais je ne suis pas expert. Je suis dans une pratique de terrain depuis, une bonne, ouais, quelques décennies, et quand je vais dans les quartiers, que je travaille, dans les quartiers populaires, parce que c'est là-bas que je mène souvent des activités, à la fois d'ateliers d'écriture, de réflexion sur l'immigration, sur les discriminations, sur, toutes ces thématiques-là. Bah, à entendre, les gens dans les quartiers, d'ailleurs qu'ils soient immigrés ou non d'ailleurs, hein. Après il y a une rencontre entre ces dans les quartiers populaires, entre des Français et des immigrés qui sont dans une situation identique, hein, socialement identique en tout cas. Quelquefois de travail, mais aussi quelquefois de précarité et de relégation. Donc il y a ça en commun. Mais, il y a toujours ce qui revient, c'est, la l'assignation justement à être l'autre régulièrement quand il s'agit d'émigrés ou de jeunes issus d'immigration. Vous savez, dans les quartiers, toi, vous les immigrés, on dit ça à un jeune qui a 18 ans, il est né à Nanterre ou à Gennevilliers ou à Mantes-la-Jolie, il n'est pas immigré. Il est issu de l'immigration, diront sociologiquement, le statut, cette affiliation. Et pourquoi on va le nommer immigré, ce jeune? Et ce jeune, il va se construire avec ça, et j'arrive un peu à ce travail dans les quartiers que je mets, et moi régulièrement j'ai et ça a été transformé aussi le regard ce que vit le jeune du regard qu'on porte sur lui, pour rester dans le regard de l'immigration et puis descendre vers issu de l'immigration. Bah, je m'aperçois et j'entends bien, hein, leur inquiétude. C'est que c'est des humiliations souvent, des contrôles aux faciès dans le quartier où ils habitent. On va leur demander leurs papiers, des fois plusieurs fois par jour, parce que c'est, la police municipale ou c'est une police, enfin, il y a plus de police de proximité maintenant, mais voilà. Donc voilà, on montre du doigt, Karim, Mohamed, et cetera, Cissé. Il est autre, il est donc dans une probable, inquiétude à avoir de lui, que l'on peut porter sur lui. Donc ça, mais c'est courant, hein, encore, il y a 3 semaines à Stein, c'était comme ça. À Arcueil aussi, il y a des jeunes dans un centre social qui nous racontent: «Ah mais ils sont tous racistes ici». Alors, hop, 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 on va calmer un peu. Ils sont pas tous racistes, il y a des propos racistes, hop, et là, ils vous racontent l'humiliation, bah, vous le savez bien tout ça. Mais c'est bien d'en rajouter. On demande, dans les couloirs du métro ou ailleurs, les papiers à ceux qui ne sont pas, blancs, blancs, quoi. Heu, donc on est dans un regard qu'on va porter systématiquement, sur l'immigration qui soit, une image de peur, et tout ça va je je poursuis avec les jeunes et avec les quartiers sur le regard qu'on porte d'eux, parce que du coup, dans les quartiers, quand on voit plein de policiers, un quart de policiers qui tournent, et puis les jeunes qui sont interpellés, ben, la dame qui promène, son chien, je sais pas, elle peut dire: «Ah mais il y a de quoi avoir peur». Et cette peur, elle se développe avec, ces nouvelles lois, avec tout ce que on peut voir à la télé, je l'ai dit, avec tout ça. Et moi, je pense que, on a du mal à sortir, les militants associatifs, ceux qui se dénoncent, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai du mal, en tout cas, à à à dire aux jeunes dans les quartiers: «Mais, je peux pas leur dire: "Vous inquiétez pas, ça va s'arranger", hein". Parce on sait bien, je sais bien, et la loi nous le confirme, que ça ne va pas s'arranger, mais il faut
être vigilant pour qu'effectivement, cette montée des extrêmes, pour ne pas les nommer, n'envahisse pas cette France, de liberté, d'égalité, de fraternité, certes, mais qui a relégué souvent dans les quartiers, heu, et l'immigration et les jeunes issus d'immigration. Et ces jeunes issus d'immigration, au travers, le travail que Muriel Sanchez a cité, qui était les 40 ans de la marche, j'y arrive. C'est un travail qui a été une analyse que nous avons fait avec, Mehdi Lalaoui, mon compagnon d'engagement, comme je dis toujours, qui est venu ici, à ISM, ensemble. Nous étions venus il y a quelques semaines pour partager ce livre que nous avons fait ensemble, 40 ans, la marche après, avec, un intitulé qui parlait d'égalité et de justice justement, et qui disait bien là, qui pointe bien dans ce livre, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé en 83, pour que des jeunes, décident de traverser la France, de Marseille à Paris, pour dénoncer, le racisme et parler d'égalité. C'est bien parce que déjà en 83 apparaissait, cette visibilité et de la violence policière, j'y reviendrai, mais surtout, heu, des inégalités et des questions posées à l'immigration. Il se trouve que moi j'ai marché quelques jours, quand j'ai suivi cette marche, une fois que j'ai été au courant qu'elle allait se passer, je l'ai suivie pour la radio, et on est en octobre 83, et en mars 83, il y a les élections municipales. Les élections municipales de 83, juste pour en rappeler quelques slogans, c'était, 1 000 000 d'immigrés dehors, 1 million de travail pour les Français. Toute la France était affiché ce slogan-là, et c'était signé, Front national, avec, la petite flamme du drapeau. Et quand en 83, en octobre, on traverse la France, il y a encore des affiches sur les murs des villes, des villages, estompées comme ça par le temps. Mais, là, on se dit, j'ai le souvenir de ça, on en parlait récemment avec, Christian Delorme, et que cette traversée de la France, elle a été une manière de montrer, de ville en village, que la France ne devait pas être raciste de manière générale, évidemment, je le répète, mais que le racisme s'insinuait dans notre pays, et que le regard de l'immigration était là aussi, le celui qui était visé, quoi. Être raciste, c'était être contre, être anti-immigré de fait. On n'était pas raciste avec, son voisin blanc, on était raciste avec l'autre. Et sans cesse, il fallait tout au long de la marche, rappeler ce qu'était cette France plurielle, et cetera, qui avançait jusqu'à Paris, et que tout ce groupe qui était là, qui étaient les marcheurs et marcheuses, c'était des Français et des jeunes issus d'immigration. Il y avait beaucoup, beaucoup de rencontres, hein. Chaque étape est une rencontre publique, et il y avait là, un public qui était, comme on dit, acquis, mais il y avait aussi un public qui ne l'était pas. Il y avait aussi un public qui ne l'était pas, et qui avait, déjà, on était en 83, et il y avait quand même comme ça là, cette extrême qui commençait à montrer son nez. Il venait de gagner des villes, enfin, il n'a pas encore gagné des villes, pardon, mais enfin, il venait de gagner en pourcentage de reconnaissance, hein, ce parti d'extrême droite. Et il y en avait dans la salle qui disaient, «Mais il y en a trop d'immigrés quand même». Alors il y avait ça qui commençait déjà à poindre. Il y avait trop d'immigrés, puis ils étaient pas comme nous, puis ils voulaient pas s'intégrer, et on entendait ça. C'était, évidemment insupportable, et il fallait la réponse à ça. Donc il y avait, à la fois, dans telle ville ou dans telle rencontre, d'une ville à l'autre, il y avait des gens qui répondaient, des associations, le MRAP, la LDH et d'autres, qui rappelaient à la fois heu, le la qui donnaient la réponse, puisqu'il faut donner une réponse aux propos racistes, au regard qu'on porte sur l'immigration qui est négatif. Et donc c'était tout à fait, intéressant de voir qu'il y avait eu, comme ça, des réflexions, des échanges qui étaient intéressants. La marche est partie le 15 octobre 83, elle est arrivée le 3 décembre à Paris. Ils étaient une vingtaine à Marseille, 100 000 personnes à Paris. C'est l'histoire qui le dit, et c'est la réalité après qui a été, démontrée par le flot de Français et Françaises qui étaient, sur le sur qui traversaient Paris, de Montparnasse, non, de Bastille à Montparnasse. Il a fallu qu'il y ait un crime raciste pour qu'il y ait un sursaut de la France, pour s'apercevoir du racisme et de la haine de l'autre.
Ce sursaut, c'était, on était, je crois, à la fin, en début novembre, je crois. J'ai plus la date exacte, pardonnez-moi, mais il y avait, dans un train de Bordeaux-Vintimille, un jeune Algérien qui s'appelle, Habib Grimzi, qui était dans un compartiment seul. Il venait d'Algérie, il était en vacances et il allait à Bordeaux. Il y a 3 légionnaires qui sont rentrés dans le compartiment, je ne veux pas faire du sensationnel. La suite, souvent on la connaît, c'est qu'ils ont attrapé le jeune Algérien, ils l'ont massacré, ils l'ont jeté par la fenêtre. Je fais court. Et ça a été la catastrophe de la France est prise de dénoncer cet acte et ça a conduit à un bouillonnement antiraciste, de solidarité, de que sais-je, de toute cette fraternité en tout cas qui allait porter, la marche. 100 000 personnes à Paris. L'analyse qu'on fait dans le livre 40 ans après, c'est qu'est-ce qui va rester de ce combat, de cette visibilité, de l'immigration, de notre histoire ici, du regard qu'on va porter sur l'immigration. Bah, il va rester des combats, encore, des combats à gagner, puisque pour celles et ceux qui sont épris du mot égalité, c'est bien. Alors, au sortir de la marche, quand même, il faut dire que la carte de 10 ans dont on a parlé, dont Daniel Bachac a parlé tout à l'heure, c'était aussi un acquis en 81. Hein, c'était à l'époque, il y avait eu Georgina Dufoy qui était ministre de la Famille et de la Solidarité. Euh, François Mitterrand recevait des marcheurs à l'Élysée à le lendemain de l'arrivée de la marche à Paris, et la carte de 10 ans était votée, enfin était obtenue. Sauf que les marcheurs, c'était pas la carte de 10 ans qu'ils voulaient, ils étaient français, ils voulaient juste l'égalité, débattre contre le racisme. La, 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 les retrouvailles avec les marcheurs dans le cadre de cette commémoration là, des 40 ans, avec notre livre et l'exposition, avec Mehdi, on a partagé des rencontres hein, avec Marie-Laure Mahé, avec Christian Delorme, avec Tchoumi Djadja et d'autres. Et revient ça. C'est que l'égalité, c'était nécessaire. Et voilà, on n'allait pas dire non, de toute façon, elle était décidée. Mais ça suffisait pas. Ça suffisait pas parce qu'on continuait continuait d'y avoir des actes de violence dans les quartiers populaires, etc., de violences policières, d'humiliation, comme je le disais tout à l'heure, et puis d'interpellations arbitraires. Et donc, on a continué, voilà, des associations, un nombre d'associations, à, à se battre contre ce qui se passait dans les quartiers, ces inégalités sur les questions de droit de vote, par exemple. Ça aussi, le droit de vote, c'est une question migratoire importante. Pareil, visibilité dans les médias. Qu'est-ce qu'on dit dans les médias sur les droits de vote? Que les Français ne sont pas prêts à donner le droit de vote aux immigrés. Ça a été voilà, comme on dit dans la presse, un marronnier, ça revenait tout le temps, quoi. Et pourtant, il vient de nous quitter, mais c'était un grand homme, Badinter, Robert Badinter. Badinter disait, mais les Français, ils étaient à 75% contre l'abolition de la peine de mort, 72 voix, 72-75 selon la presse. Mais ben, on a mis la France au pas. Et l'abolition de la peine de mort a été une remarquable, évidemment, loi de justice pourtant. Faisait la même chose pour l'immigration. On aurait, enfin, je le dis avec un raccourci et avec un engagement militant, hein, je ne suis pas spécialiste, d'autres le feront mieux que moi, mais je pense que régulariser, donner le droit de vote aux immigrés, donner une régularisation plus normale, entre guillemets, à l'immigration, parce que là, c'est n'importe quoi, cette immigration. Le traitement de l'immigration aujourd'hui, c'est du mépris, c'est de la suspicion en permanence. C'est de la suspicion en permanence. Hein. Moi, j'étais à la préfecture de police il n'y a pas longtemps pour un renouvellement d'un titre de séjour. Et j'ai vu le traitement qu'on fait aux gens dans la file d'attente. C'est pas être militante le point levé, c'est le constat amer que je fais d'être allé à la préfecture de police de Paris il y a 10 jours. Quoi. On est là encore à penser que même dans le rang, dans la file d'attente, un tutoiement, là, la dame. Allez, tu, comment ça, tu dis pas tu à des émigrés, enfin à quelqu'un tu dis vous, vous avancez, allez, tu avances là. C'était un jeune africain, peu importe. Mais en tout cas, je le dis parce que ça m'a frappé. Moi, j'étais un peu avant et j'entends dire tu, je me retourne.
Je sais pas, je me suis dit: «Mais pourquoi elle parle comme ça?» Bon, j'ai pas été courageux, je suis pas allé la voir, hein. Je suis désolé, moi je suis mais j'ai été, terriblement agacé, quoi. J'ai dit: «Bon, faut aller la voir» parce que j'étais avec quelqu'un, qui venait récupérer ses papiers, que j'accompagnais. Après je me suis dit: «Bon, on va pas prendre du temps», ça m'est déjà arrivé il y a longtemps à la préfecture de Nanterre où j'ai défendu et puis ça m'a coûté, c'est pas le problème, mais ça a été compliqué, pour la personne avec qui j'étais. Mais là, j'ai bon allez, c'est insupportable, j'ai dénoncé ça à haute voix un peu, mais ça m'a on est là dans un et de plus en plus, il y a cet extrême qui est dans un mode de pensée, innommable, mais après on a cette administration, on a ce choix de société que nous promet entre guillemets, ce gouvernement-là. Je suis très militante et pas que passionnée, je suis militante, à fond, à s'interroger sur pourquoi on parle comme ça ou on on fait des lois comme ça, d'humiliation, puis des lois injustes quoi, c'est ça, où il y a suspicion en permanence, où il y a moi, je j'ai pas décortiqué, à fond la loi encore, j'en ai pas eu le temps mais je vais travailler dessus précisément de manière engagée, puis de manière un peu, à en parler le plus largement possible parce que faut pas leur laisser la place à en être, d'accord avec cette loi. Quand l'extrême est d'accord avec cette loi, c'est bien que ce gouvernement a entendu, a tiré vers elle heu, la cette loi, enfin ces idées pour que cette loi réponde à ces idées il me semble, une tâche dans ce qu'est la République aujourd'hui. Moi, je travaille, je vous dis, régulièrement avec des jeunes et il y a récemment, dans un centre social dans le 20e arrondissement, on a présenté le film et parlé il y avait l'exposition et le et on a parlé du livre et il y avait beaucoup de jeunes parce que c'était un centre social avec une activité jeune et qui faisait d'habitude autre, qui était sur une autre thématique et là, on était là, il y avait 45 jeunes, on a compté avec, l'animatrice là, mais bon, 20e arrondissement, quartier populaire, quartier de migration, il y avait, 25, ouais 30 jeunes qui étaient africains, maghrébins et puis il y avait, tous les copains, tout un groupe en fait, c'était un groupe. On sentait bien cette unité d'ailleurs et là, il raconte, effectivement les problématiques de la police dans le 20e arrondissement, voilà, ils viennent toujours nous voir, même ici ils disaient comme ça, en parlant du centre social. Et il y avait l'animateur qui dit: «Oui, non, mais nous, ils rentrent pas, ils ont aucune raison de rentrer dans le centre social. On va à l'extérieur voir, on leur demande pourquoi ils sont là et cetera». Et voilà, et il y a toujours un agent, de la qui dit: «Ah oui, mais on vient voir, on sait jamais». On sait jamais quoi? En permanence, on sait jamais s'il y a des bagarres, on sait jamais si il y a quelque chose qui est de l'ordre de oui, en permanence, j'allais dire être sur leur dos. Voilà, c'est ce qui me vient là tout de suite là. Voilà, on est toujours sur le dos, de ces jeunes, sur le dos de l'autre, sur le dos de voilà, comment il est, comment et moi ça m'effraie toujours. Après c'est dans d'autres espaces aussi, il y a ça. Mais bon, ça serait peut-être trop long, je prendrais trop de temps à ça, mais moi j'aime bien être, à la fois dans les quartiers, dans le travail que je c'est le travail que je fais, hein. Dans les centres sociaux, discuter avec les jeunes, hein, je vais pas voir, je suis pas dans une autre, attitude que celle-là dans mon engagement. Mais, ouais, moi ça m'inquiète beaucoup parce que je trouve que ce regard qu'on porte, j'ai dit en introduction un peu sur, dans les médias, mais dans le quotidien, on est dans un regard, qu'on porte et sur l'immigration et sur alors l'immigration, les parents de ces jeunes dont je parle, qui vont dans une administration, qui savent pas bien parler le français, vous le savez mieux que moi, hein, toutes qui m'écoutez là. Ben, bon ben, moi je connais pas toutes les langues, hein, je l'ai entendu ça, hein. Alors, faites un effort. Ben non, enfin, j on va pas répondre: «Je fais pas d'effort», mais on va dire: «Je fais ce que je peux» et puis voilà. Mais ouais, moi je suis assez enfin je suis pas d'un tempérament pessimiste, hein, mais je suis inquiète, pas pessimiste, mais inquiète de ce qui nous attend dans le futur proche.
de ce regard qu'on porte sur l'immigration et je sais pas, j'aurais envie de parler d'autre chose, mais beaucoup de choses brillamment ont été dites par Daniel, Lechac tout à l'heure et j'y étais vraiment, très attentive, mais voilà, sur cette, je reviens juste, en lisant, une page de mes notes là sur, l'humiliation, le tutoiement, le contrôle au faciès, tout ça qui fait que l'autre devient un individu à part. L'autre, l'émigré, il n'est pas, ben oui, il n'est pas comme les autres, quoi. Il y a toujours une probabilité qu'il soit, ce qui a été énoncé tout à l'heure, mais que je confirme avec, voilà, ce rapport avec, l'administration et puis la pratique, quoi. Après, voilà, tu ouais, il va déranger l'ordre public. Ils sont 4 dehors, ils vont déranger, bah non, ils sont 4 dehors, ils sont 4 dehors, quoi. Nanterre, c'était quoi? Nanterre, c'était, et c'est Christian Delorme qui le dit brillamment dans le livre. Ils étaient juste, en train de parler, en bas de la cité, il y avait rien. On a attrapé les jeunes qui étaient autour pour savoir s'ils avaient pas, quelque chose dans la poche, s'ils avaient pas non, bah, ils étaient tranquilles, lycéens et pas court et voilà et puis il y a un flic qui arrive et à bout portant, on tue un jeune de 17 ans. À Angoulême, le lendemain, il se passe la même chose avec un jeune africain et on n'en parle pas. Mais voilà, il y a des choses qui sont insupportables et qu'il faut dénoncer, en tant que citoyen, citoyenne. Dénoncer politiquement aussi, il faut être courageux aussi. Cette, ce cette politique progressiste, ces politiques progressistes devraient dénoncer, à mon avis, beaucoup plus, ce qui se passe aujourd'hui. Je peux pas dire on les entend pas parce que je serais très sévère, mais, je veux dire on les entend peu. Tandis que les autres, ils aboient et cet aboiement, fait mal. Donc, voilà, je suis un peu, dans cette, inquiétude. Voilà, alors je sais pas, j'en aurais fini là, c'est voilà. Je suis une Vous battante, hein. avez vous avez encore du temps, Samia, peut-être, aborder justement ces ateliers avec les jeunes ou ces temps d'échange finalement, vous parlez du regard qui est porté sur eux, qui sont entre guillemets «l'autre» pour les Français. Eux-mêmes étant français, également dans la plupart des cas, mais voilà, qu'est-ce qu'ils en disent? Pourquoi ces ateliers ont été organisés? Comment ils sont mis en place? Vous avez le temps, pour en parler. Les ateliers qu'on organise, ils sont à sollicitation des associations qui, nous demandent de venir, participer à un échange autour des 40 ans de la marche, là. Enfin, j'en avais fait précédemment, mais au moment du 21 mars justement, sur les discriminations, j'ai beaucoup travaillé, là-dessus. Justement avec un exemple très intéressant sur les discriminations et sur le regard qu'on porte de l'autre. J'étais, à Grenoble il y a pas longtemps, mais précédemment j'y étais aussi, au moment du mois de mars, dans un lycée et il y avait, des élèves, de première technique, je crois et qui devaient faire un stage, dans 1re technique mécanique. Donc on passe, un documentaire autour de l'histoire de l'immigration d'ailleurs, avec Mehdi. Et moi j'animais la rencontre. Mehdi avait parlé du film, de comment il avait, construit les rencontres avec toutes les immigrations, avec des images d'archives et cetera, sur toute l'histoire migratoire. Grenoble, une immigration italienne, donc il y avait un passage important sur, les Italiens. Mais les nouvelles immigrations, étant ce que vous savez, il y a une communauté africaine importante, maintenant à Grenoble et il y avait, des jeunes qui étaient là, donc de jeunes africains, 2-3 jeunes africains dans la salle en voyant un peu la configuration des élèves et après la projection du documentaire, on parle du racisme. Est-ce que je leur demande s'ils ont été victimes du racisme et cetera et il y a un jeune africain qui lève le doigt, enfin il y a plusieurs qui se lèvent, mais lui, c'est lui qui le fait en premier. Donc et il dit, «Moi madame, j'ai été victime du racisme parce que quand, je suis allé, faire, on doit faire un stage dans un garage en mécanique et quand je suis allé au garage avec, mon camarade, il y avait 2 postes pour faire le stage. On est allés tous les 2. Le garagiste, il a pris mon copain et moi, il m'a dit: «Retourne dans ton bananier». Comme ça. C'est d'une violence extrême. Donc silence, dans la classe
Et moi, dans ma tête, je me dis, il a dû lui retourner, le bureau, enfin comme ça, dans ma tête, je me dis: «Il a dû avoir une réponse violente parce que le ouais, j'avais la rage et tout, tout ça». Il parle comme ça et tout. Et je lui dis: «Et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là?» Et là, il dit: «Voilà, j'avais la rage et je suis parti et j'ai pleuré», comme ça. Les élèves, silence. J'étais un peu, ouais. Et je je lui dis: «Mais vous savez que c'est un propos raciste et qu'il y a une loi qui dit, la loi de 72». Et je rappelle la loi de 72. «Vous l'avez dit à votre professeur?» Le prof, il est à côté de moi, hein, et le prof dit: «Mais vous avez dû arriver en retard au garage. Vous aviez sans doute votre casquette à l'envers comme d'habitude». Je vous assure que c'est ça. Je me suis retourné vers le professeur, je lui ai dit: «Madame, votre élève a subi un acte raciste, un propos raciste, il faut le dénoncer». Je me lève et derrière, il y avait un tableau là où on met les notes là, et je mets la loi de 72. Voilà, et puis je mets le téléphone du MRAP parce que le MRAP a toute une affiche sur qui développe la loi de 72. La prof, elle dit rien. On va prendre un autre, après il y a eu des autres, élèves qui ont parlé, donc voilà. Mais juste ça, déjà la prof, elle m'avait bien agacé, mais voilà, dire les élèves, ils subissent des choses comme ça. Donc ça, c'était la classe. Je reviens à cette année, les ateliers les rencontres, ateliers parce ils appellent ça comme ça, ateliers, dans le programme du centre social, mais avec, d'ailleurs on l'a fait avec le centre du 20e là, du Ménilmontant. En fait, moi je les fais parler je les questionne sur, dans le 20e par exemple, je les ai interrogés sur qui a subi, des interpellations, à qui on a demandé les papiers. Mais les 3 quarts, ils lèvent le doigt, hein. Moi, je prends pas des notes comme ça parce qu'on est dans l'oralité et après c'est chez moi, j'écris des notes, sur ce qui a été dit, des mots sur ce qu'ils ont dit. Et j'ai le souvenir et ça, c'était au mois de novembre, c'était mi-novembre, ouais. Au retour des vacances de la Toussaint, quand on a fait cette rencontre-là. Et il y a un élève qui a dit, «Moi, je supporte pas qu'on me demande mes papiers parce que, après ma mère, elle va le savoir. Mes parents, ils vont le savoir». Et donc là, je me suis dit: «Ça, c'est quand même» parce que les parents, ils veulent pas que les parents veulent pas que leurs enfants soient des zozos, des lascars dans la cité. Donc de fait, comme lui, il sait, enfin moi je l'analyse comme ça, comme lui, il sait qu'il ne l'est pas, il y a pas de raison qu'on lui demande les papiers. Et peut-être que quelqu'un va dire à ses parents: «Ouais, on a demandé, ton fils» et cetera, et donc ça m'a perturbé ça. Je me suis dit: «Voilà, le regard qu'on porte sur eux». Voilà, on a demandé les papiers, parce qu'on ne demande pas les papiers à Jérémy, hein. Dans le 20e, on ne demande pas les papiers, pas toujours en tout cas. On demande plus souvent les papiers à Cissé et à Karim qu'à Jérémy. C'est ce qu'ils disent les jeunes, hein. Lui, on lui demande jamais ses papiers, comme ça. Ou on lui dit jamais: «Qu'est-ce que tu as dans tes poches?» Et après je me suis dit, voilà, tout ça, c'est, voilà, c'est du concret quoi, c'est des rencontres, qui se font, et on parle 1 heure et puis au bout une heure et demie, après on ne passe pas, on ne fait pas une thèse, hein, donc moi après il y en a qui ont pas envie de parler. Non, non, moi j'écoute madame. Écoutez, voilà, parce qu'après moi je dis: «Tété, et vous? Je vous ai pas entendu encore». «Ah ouais, non, lui il parle jamais, voilà». Et puis: «Ah vas-y toi», puis ils s'interpellent comme ça, moi je laisse faire un peu leur manière de parler, de fonctionner, hein. On n'est pas un atelier d'écriture, voilà, très, voilà. C'est une rencontre et il y a du café, il y a des voilà. Mais il y en a toujours un qui dit des choses qui sont palpables du regard qu'on porte sur eux, quoi. C'est pas, je sais pas comment expliquer ça. Ça sort du ventre, ça sort de ce qu'ils vivent mal, parce qu'ils le vivent mal. On demande, 42 fois tes papiers enfin, faisons parler évidemment, tes papiers dans la journée, dans la semaine, dans le week-end, quand tu es quand tu dans tel endroit et cetera, dans un square, ils te racontent ça. Mais quand on va au square de Ménilmontant, là, à chaque fois, ils viennent nous agresser. «Ah bon?» Je dis ça exprès. «Ils nous agressent et tout». «Ben non, façon de parler madame». «Ouais, d'accord». Ils viennent nous interpeller, on est assis, on fait rien. Voilà, moi j'entends, voilà, l'atelier Muriel, pour répondre à la question, c'est la discussion qu'on va avoir. Mais après je j'invente rien moi, hein. Travailleurs sociaux, chapeau, hein, c'est ce qu'ils font dans les centres sociaux, les animateurs, les éducateurs. Bon, là, je vais aller la semaine prochaine là, à un centre de formation d'éducateurs, je vais parler comme ça. Les jeunes les jeunes qui sont en première année, deuxième année, d'EduxP là,
quand ils seront sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec, dans les centres sociaux? Ben, ils vont être à l'écoute. Ça va être leur métier et leur métier, il faut être costaud, hein. Comme l'enseignant, normal, parce que celle de Grenoble, elle était un peu de manière sérieuse et je reviens, mais les enseignants, les éducateurs, les gens qui ont à charge de travailler, avec les jeunes dans les quartiers ou dans les quartiers, je dis ça parce qu'on là, c'est mes centres d'intérêt, de réflexion, de travail, mais je pense que, voilà, on va dire en centre-ville, il y a des préoccupations aussi, mais par opposition à un quartier. Mais je crois qu'il faut, que chacun ait sa place à défendre, à dénoncer, les militants, les élus, qui pensent qu'aujourd'hui on est dans une société où il y a de l'injustice en permanence, où il y a de l'inégalité en permanence, parce que l'injustice et l'inégalité sont 2 choses qui sont pas, qui s'ajoutent d'ailleurs, on cumule, hein. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de voilà, d'une société qui va mal, quoi. À penser que ça ira mieux, avec leurs lois là, ils se trompent, quoi. C'est comme quand on dit: Tu t'es trompé d'ennemi», mais moi je sais qui est mon ennemi aujourd'hui, hein, je me trompe pas, donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de combattre toujours, même si je me disais en 2024: «Je suis un peu fatigué, je vais me reposer de la militance», mais je crois qu'on va pas se reposer, on peut pas se reposer quand on est épris de justice, d'égalité, ou quand, voilà, de manière collective, hein, je dis je, mais pardonnez-moi, mais moi je suis plutôt dans le collectif que dans le je. Le livre, il est collectif puisqu'il donne la parole à celles et ceux qui, depuis 40 ans, ont travaillé sur les questions migratoires, les questions de discrimination et tout. Il y a des articles sur les marcheurs, il y a de marcheurs, il y a des interventions enfin, des réflexions qu'on a eues autour du combat qui a été mené sur l'histoire de l'immigration avant la marche. La marche, c'est 83, d'accord, mais avant qu'il y ait une marche pour l'égalité contre le racisme, Daniel Lochac aurait pu nous le souligner, brillamment à nouveau, mais il y avait des luttes, il y avait des combats d'immigration avant 83. Ils n'ont pas marché en 83 de Marseille à Paris, ils ont marché parce qu'il y a une prolongation dans un combat, dans cette société où le regard de l'immigration, il est grave et il est injuste encore. Les mots reviennent parce qu'ils sont importants, hein, pardonnez-moi, mais voilà, voilà, les conditions de travail des immigrés, les hôtels, de fortune pour les hommes seuls dans les années 50-60. Il y a tant à dire sur le regard qu'on porte sur l'immigration aujourd'hui, que ce soit dans les médias, que ce soit concrètement sur le terrain, dans les administrations, que je ne sais pas si le temps m'est imparti, mais moi j'aime bien partager aussi la discussion. Donc s'il y a des questions, j'y serai à Oui, l'écoute. bien sûr, Merci. merci, Merci encore à vous. Merci. Merci. merci.